une de l'actualité dans cette édition. Dans le Kénédougou, on annonce déjà les couleurs pour la production céréalière de la campagne agricole en cours, avec une prévision d'au moins 300 000 tonnes. Le gouvernement a joué sa partition dans la distribution d'intrants et pratiquement toutes les communes sont entrées en possession de leur dotation. Le constat dans ce journal, une révolution en Arabie Saoudite. Les femmes sont désormais autorisées à conduire toutes seules. La levée de l'interdiction de prendre le volant est entrée en vigueur ce dimanche et les femmes n'ont qu'une seule hâte, c'est d'avoir le permis de conduire. Bonjour, bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, le gouvernement burkinabé répond cette année encore aux inquiétudes des producteurs et cultivateurs au démarrage de la campagne agricole en leur renouvelant son soutien à travers l'octroi d'intrants agricoles. Dans le Kénédougou, plusieurs communes sont entrées en possession de leur dotation et l'on prévoit une production céréalière d'au moins 300 000 tonnes. On fait le constat sur place avec Karim Ilboudo et Karim Sissi. Même si la production agricole de 2017 n'a pas été à la hauteur des attentes des producteurs du Kénédougou, la province n'a pas été pour autant déficitaire. Et pour cette campagne de 2018, les premiers responsables du secteur agricole du Kénédougou entendent atteindre une production de 338 000 tonnes de céréales. Pour atteindre cette prévision, les producteurs peuvent compter sur les apports multiformes de l'État. L'État a mis à notre disposition plus de 350 tonnes d'NPK, 206 tonnes d'urée et 78 tonnes de DAP pour les producteurs, pour soutenir la production. Là, nous avons reçu 685 000 tonnes de semences pour les producteurs, et toutes spéculations confondues. Voilà, avec 40 000 boutures et puis 60 000 boutures de manioc et puis de patates pour les producteurs. Un mécanisme a été mis en place pour faciliter le dépôt rapide des stocks dans les 13 communes que compte la province. Et déjà, certaines communes ont reçu leur dotation. Le NPK, nous avons reçu 22 tonnes pour le moment. L'urée, 13 tonnes. Et le DAP là, ça fait 4 tonnes. Mais il paraît qu'on doit encore recevoir. Il y a le reste qui doit venir. Je pense que ce soutien, il est la bienvenue parce que non seulement c'est venu plus tôt cette année, et les producteurs vont bénéficier de ces intrants et ils pourront effectuer les travaux plus tôt. Avec ces soutiens de l'État et l'engagement des producteurs agricoles, si Dame Nature se montre clémente, la province du Kénédougou pourrait atteindre ses prévisions agricoles cette année. Les organisations de la société civile et les mouvements associatifs pro-gouvernementaux du Centre-Ouest réitèrent leur soutien à l'exécutif pour ses efforts de développement à travers le PNDES. Et pour permettre de garder le cap, des doléances sont formulées dans le but d'une meilleure mise en œuvre du référentiel de développement du gouvernement burkinabé. Les temps forts du meeting de soutien à Koudougou avec Paul-David Bambara et Maïmouna Traoré. Des organisations et mouvements associatifs de la région du Centre-Ouest mobilisés pour soutenir les actions du gouvernement. Une tribune pour apprécier les actions menées en faveur des populations et surtout pour exposer les difficultés vécues par les différentes couches de la société et formuler des doléances. Nos doléances, en tout cas, se situent dans plusieurs domaines, à savoir au niveau de la santé. Nous voudrions en tout cas que beaucoup de choses soient faites au niveau du CHR de Koudougou et que, en tout cas, dans tous les secteurs, dans tous les villages, on puisse avoir un point de santé et que le scanner aussi puisse être disponible au niveau de Koudougou et renforcer les capacités techniques, en tout cas, du CHR de Koudougou. Sur le plan agricole, nous voudrons en tout cas qu'on puisse avoir des terres pour les femmes, puisqu'elles aussi puissent faire quelque chose. Comme dans les autres régions, les doléances ont été notées par le secrétaire national chargé des OSC du Mouvement du Peuple pour le Progrès pour être transmises aux plus hautes autorités. Je n'ai qu'une croix pour transmettre ces doléances. Nous devrons compiler et remettre à qui de droit. Je ferai mon devoir de transmettre fidèlement tout ce qui a été dit.
Les participants venus des 4 provinces de la région repartent chez eux pleins d'espoir. L'espoir de voir leurs doléances se concrétiser. À présent, un petit coup d'histoire dans ce journal et nous parlons du mouvement du 21 juin 1978, le M21 qui célèbre son jubilé d'émeraude. C'est un mouvement né, nous disent les fondateurs, de la quête de la liberté, de la justice et de l'indépendance. Le M21 qui voit le jour au sein de l'Association des étudiants voltaïques de France va conduire à la révolution de 1983. L'un des premiers responsables du mouvement, le professeur Basile Guissou, fait l'historique du M21 à l'occasion de cet anniversaire avec une adresse précise à la jeunesse sur la manière de mener une lutte et surtout le choix de la lutte à mener. Plus de détails dans ce reportage de Mathias Drabo et Zalissa Sanfo. Journée de souvenirs d'il y a 40 ans. Le souvenir de la naissance du mouvement d'émancipation du 21 juin 1978, le M21. C'est un mouvement né au sein de l'Association des étudiants voltaïques de France. Ce jubilé d'émeraude est célébré sous fond de rappel historique des acquis de ce mouvement. Et la plus grande de leur fierté, c'est d'avoir jeté les bases de ce qui deviendra quelques années plus tard la révolution du 4 août 1983. Effectivement, le 4 août 1983, c'est bien nos analyses à travers le discours d'orientation politique qui ont été adoptés par le pouvoir révolutionnaire pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Ce sont des moments de retrouvailles entre signataires du M21 d'alors. Moments de partage d'expériences aussi, pour nourrir la soif de la jeune génération et la guider sur la voie du combat noble, juste et réaliste. D'autres temps, d'autres mœurs, mais je pense qu'il y a un fil conducteur. Aimer son pays et servir avant de se servir. C'est en se mettant ensemble que le passé a pu se faire, que le présent se fait et que l'avenir se fera. Et le professeur Basile Guissou de préciser, le M21 de 1978 n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Il invite par ailleurs la jeune génération à se cultiver avant de mener toute lutte, convaincu que tout passe par la connaissance. Autre point de l'actualité avec cette question. Que devient la briqueterie de Boromo? Réponse, elle a tout simplement refermé ses portes après à peine 5 ans d'activité. Cette usine qui était présentée comme une solution à la question de l'emploi dans la région et aussi avec des ambitions de lutte contre l'avancée du désert a mis les clés sous paillasson depuis 2003 pour diverses raisons que nous précisent ici dans ce reportage Lamine Karantao et Ali Traoré. Voici ce qui reste de l'usine de fabrication des briquets de Boromo, ouvert le 22 mai 1998 pour offrir aux populations du charbon en lieu et place du bois. Cette briqueterie avait pour ambition de lutter contre le déboisement. L'objectif de cette usine était de fournir de l'énergie aux populations. C'était de produire des briquettes en charbon à partir des résidus de récolte, c'est-à-dire à partir des tiges de coton, des coques d'arachide, pour mettre à la disposition des populations, des ménages. Gira Momouni, affectueusement appelé Monsieur le maire, est un ancien employé de l'usine. Lui qui aura passé 5 ans raconte ici son expérience. On était nombreux, on valait 15 personnes qui travaillent à l'usine ici avec des manœuvres. En tout cas, c'était bon parce que c'est une usine, comme ils indiquent, c'est une usine pilote. C'est quelque chose qui pouvait lutter contre les sécheresses dans notre zone, notamment dans notre pays. La briqueterie était pilotée à l'époque par la direction de l'environnement en collaboration avec les autorités des Balais. Au dire de ces acteurs, c'était un projet ambitieux qui donnait beaucoup d'espoir à la province. Avec l'arrêt brusque des activités, qui auparavant créait, avait créé des emplois aux populations, puisque les jeunes travaillaient, les femmes, les mamans, tout le monde travaillait dedans. Et c'était sous de l'économie, c'était une création d'emplois pour nos populations. Mais cet espoir s'est très vite estompé. L'usine qui était à sa phase pilote a fermé définitivement ses portes en 2003 pour plusieurs raisons.
L'utilisation des tiges de coton, comme que les paysans se disaient quand même que c'était à un coût dérisoire qu'on les achetait. De deux, au niveau vraiment donc de la production elle-même, quand même qui causait vraiment un problème, parce qu'on se disait aussi que ça brûle vraiment donc moins, et en tout cas donc la qualité n'était pas vraiment donc au rendez-vous. Et le troisième souci, ce qui m'est donc revenu, c'est la gestion même donc du personnel. Il y a quand même donc des employés qui pouvaient passer vraiment donc une année sans être vraiment donc payés. Au regard de l'engouement que suscitait cette usine, malgré les problèmes rencontrés à l'époque, les autorités de la province des Balé invitent le gouvernement à se pencher sur sa réouverture. S'il y avait des possibilités, ou en tout cas ficeler un dossier pour se mettre en tout cas au bailleur de fonds pour qu'on puisse ouvrir l'usine, ça allait être intéressant au bonheur des populations. Et lors quand même donc de notre premier conseil, le problème donc a été déjà donc posé. Et je sais que j'ai échangé avec l'environnement qui détenait un peu quand même donc les clés. J'ai échangé au niveau donc du ministère quand même donc pour qu'on puisse voir dans quelle mesure quand même donc on pouvait donc œuvrer à ce qu'on puisse vraiment donc réhabiliter. Les autorités espèrent que l'appel sera entendu pour une réouverture de l'usine qui va offrir plusieurs opportunités d'emploi et empêcher l'avancée du désert. Sabine Nana, elle fonde de grands espoirs sur son unité de production de l'Atiéké qui emploie une trentaine de personnes. La promotrice revient de loin, rentrée de Côte d'Ivoire en 2002 avec l'opération Bayiri, avec rien en poche. Elle a pu, grâce à sa volonté et surtout à sa patience pour réaliser son rêve. Son usine a aujourd'hui une capacité de production de 100 tonnes de couscous de manioc par semaine et Sabine n'a pas fini de viser les étoiles. L'inauguration de l'unité avec Roger Kam et Zalissa Sanfo. C'est une unité de production d'Atiéké qui s'ouvre ici à Pabré. Et c'est un rêve devenu réalité aussi pour Sabine Zumbara. Rapatriée de la Côte d'Ivoire en 2002 à la faveur de l'opération Bayiri, Sabine n'a cessé de se frayer un chemin dans l'univers de la transformation du manioc. Et avec sa seule personne, avec 500 francs CFA au départ, aujourd'hui, elle est à la tête d'une entreprise qui emploie permanemment 30 personnes. Sa spécialité, du couscous de manioc qui dure. Depuis 2008, j'ai commencé à expérimenter l'Atiéké déshydraté. Et cette expérimentation jusqu'à ce jour, j'ai vu que l'Atiéké déshydraté se conserve encore mieux que l'Atiéké frais qui ne dépasse pas 7 jours. Ce produit aussi dure et sa conservation aussi n'est pas compliquée. Son exemple doit faire cas d'école, selon le représentant du ministre en charge du commerce, qui invite du même coup la population à consommer Nana Atiéké. Nous voulons profiter de cet événement-là, interpeller l'ensemble des entreprises publiques et privées à venir s'approvisionner auprès de Nana Atiéké pour alimenter les différentes structures dans lesquelles il gère, de telle sorte à lui permettre de se développer. Et le gouvernement tient aussi à témoigner, en tout cas son ferme soutien à toute initiative de ce genre. Sabine Zumbara bénéficie aussi de l'appui de l'Allemagne à travers la GIZ. Sa principale difficulté, selon elle, réside dans l'importation de la pâte de manioc. Les frais de transport et de taxes sont jugés élevés. L'interprofession des acteurs de la filière lait pense aux jeunes patients de l'hôpital Yalgado Ouedraogo et de la pédiatrie Charles de Gaulle. Du lait remis aux enfants malades dans ces deux centres de santé, du lait qui devrait aider à l'amélioration de leur santé. Nous suivons cela avec Isiaka Ouedraogo et Vincent Kiendrebego. Du lait pour apporter de l'énergie aux enfants malades au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo et au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. Du lait produit localement, un don de l'interprofession des acteurs de la filière lait au Burkina. Nous savons que le lait est très important pour la santé de nos enfants. Les acteurs ont tenu fortement à ce que
nous faisons ce don, surtout aux enfants des deux pédiatries des deux hôpitaux, notamment Charles de Gaulle et celui de Yalgado Ouedraogo. Un geste salué par les représentants des deux CHU pour qui ce don aidera à l'alimentation des enfants patients admis dans leurs établissements sanitaires. Le lait est l'aliment essentiel dans la santé des enfants. Et en conséquence, il constitue la ration la plus importante dans ce que nous servons aux enfants hospitalisés dans notre établissement. Nous souhaitons que les autres donateurs prennent le pas de ce donateur pour pouvoir satisfaire le besoin en nutrition des enfants. C'est un don qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du lait qui a lieu chaque 1er juin. Une manière pour l'interprofession d'apporter sa contribution à la bonne santé des enfants par une bonne alimentation. Le Burkina Faso qui commémore en différé la Journée internationale de l'enfant africain célébrée le 16 juin. Le 22 juin dernier, en guise de commémoration de cette journée, l'ONG Entraide Africa et ses partenaires ont surtout pensé aux enfants déficients mentaux. Donner de la joie à ces enfants handicapés et très souvent marginalisés, l'espace d'une journée, c'est tout le sens donc de la célébration, suivi pour nous par Isaka Kafando et Kadi Sanogo. Ambiance spéciale au siège de l'association des parents et amis d'enfants encéphalopathes et pour cause, c'est la journée de l'enfant africain célébrée ici en différé. Pour marquer cette journée, l'ONG Entraide Africa, qui œuvre pour le bien-être des enfants, a porté son choix sur les enfants encéphalopathes au regard du thème retenu cette année au niveau national, à savoir aucun enfant laissé pour compte dans le processus de développement socio-économique du Burkina Faso. Nous estimons qu'il est temps pour tout le monde de comprendre qu'un enfant handicapé est aussi un enfant qui a les mêmes droits que les autres enfants. C'est un enfant qui peut aussi produire pour le pays, pour toute la communauté. Cette initiative de l'ONG internationale Entraide Africa a été bien appréciée par les premiers responsables du centre de l'association des parents et amis d'enfants encéphalopathes. On se réjouit que des structures s'intéressent à ces enfants pour leur apporter un peu de joie, même s'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire commémoration, au moins ça va leur donner le sourire aujourd'hui. La célébration de cette journée a été une occasion pour les représentants de l'ONG Entraide Africa au Burkina de remettre des vivres au profit des pensionnaires du centre. Une façon d'apporter de la joie à ces enfants handicapés, souvent marginalisés par la société. L'ONG suisse Helvetas, elle fait le point de la mise en œuvre des 2 premières phases du programme d'éducation de base non formelle dans l'Est. C'est un programme qui contribue à la formation et à l'auto-emploi des jeunes dans la région. Des précisions avec Jean Zongo et Vincent Kiendreveogo. Élevage, couture ou encore coiffure sont les métiers qu'exercent ces jeunes formés à cet effet grâce au programme d'éducation de base non formelle dans l'Est. Un programme soutenu par l'ONG suisse Helvetas avec pour objectif de répondre aux besoins de l'économie locale. Les parties prenantes du dit projet sont ici réunies pour faire la revue de la mise en œuvre de ce programme et discuter du plan d'action pour les prochaines étapes. On voit vraiment qu'on a eu un impact fort. Et l'idée justement aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce qu'on peut pérenniser ça dans les 5 communes. Il y a beaucoup plus à faire dans la région de l'Est et dans le pays. Alors d'un point de vue Helvetas, nous continuons notre engagement dans l'emploi des jeunes de façon plus générale, avec l'idée donc de combiner la formation professionnelle et l'insertion professionnelle avec le développement économique. 2400 jeunes formés. Vous savez qu'au niveau de la formation professionnelle, ils ont formé des jeunes dans plusieurs filières. Il y a eu des kits d'installation pour certains jeunes. Et cela a permis à ces jeunes d'être eux-mêmes leurs propres employeurs. Et c'est ça qu'on recherche. Vous savez qu'aujourd'hui, le banditisme n'a pas épargné la région de l'Est. Et si les jeunes ne se suffisent pas à eux-mêmes,
il va sans dire qu'ils pourront se faire recruter facilement. C'est un programme qui couvre 5 communes de la région de l'Est, à savoir Diabo, Diapaga, Fada, Matiakoali et Tansarga. À terme, il va s'étendre à d'autres communes du Burkina afin de booster l'auto-emploi des jeunes à l'intérieur du pays. Actualité hors de chez nous, au Zimbabwe, le président échappe de justesse à une explosion lors d'un meeting électoral à Bulawayo. Ce week-end, Emmerson Mnangagwa a évacué donc sain et sauf. Le drame est intervenu après que le président ait fini de prononcer son discours. Le président zimbabwéen a réagi quelques heures après l'explosion d'un engin samedi à la fin d'un rassemblement électoral auquel il participait à Bulawayo au sud. Emmerson Mnangagwa, qui est sorti indemne de cette épreuve, a affirmé que ce n'était pas la première fois qu'une menace était dirigée contre sa personne. Ce n'est pas la première tentative de meurtre. Ça ne m'affecte pas, c'est normal. Je suis habitué à ces tentatives. Ma maison a été cambriolée 6 fois. On m'a si souvent menacé aussi au niveau de mon bureau. Le président zimbabwéen a tenu à rassurer ses compatriotes concernant le calme qui règne dans le pays à quelques semaines de la présidentielle. En d'autres termes, le reste du pays est calme, la campagne dans l'ensemble du pays se déroule de façon pacifique et je suis heureux du déroulement de la campagne libre et démocratique dans tout le pays. Emmerson Mnangagwa a confirmé que 2 de ses vice-présidents ainsi que le président de son parti et l'épouse du vice-président Chiwenga ont été blessés dans cette explosion. En Arabie Saoudite, elles ont toutes une hâte, c'est d'avoir leur permis. Les femmes sont désormais autorisées à conduire toutes seules dans le royaume. La levée de l'interdiction de conduire entrée en vigueur depuis ce 24 juin. Les femmes peuvent donc conduire des voitures, des camions, mais aussi des motos. C'est une révolution en Arabie Saoudite. C'est une révolution pour un pays qui pratique un islam très strict. En Arabie Saoudite, les femmes sont depuis dimanche autorisées à conduire. La levée de cette interdiction, qui était unique au monde, résulte d'un décret royal inspiré par le prince héritier Mohammed Ben Salman dans le cadre de son projet de modernisation de la monarchie pétrolière. La différence maintenant, c'est qu'il me suffira de monter dans ma voiture lorsque je voudrais sortir. Je n'aurai pas besoin d'attendre un chauffeur ou mon mari ou mon père pour me déposer quelque part. Ce sera beaucoup plus facile pour moi. Je prendrai la voiture et j'irai où bon me semblera. C'est un véritable électrochoc que connaît la société saoudienne avec cette mesure, une société patriarcale dans laquelle les femmes ne peuvent ni voyager, ni étudier, ni travailler, ni même manger seules dans un restaurant sans l'autorisation de leur mari ou d'un homme de leur famille. Je suis heureux que les femmes de mon pays puissent désormais conduire sans avoir besoin d'un frère pour les aider. C'est une bonne chose et j'espère que les gens l'accepteront. Selon des estimations, 3 à 6 millions de femmes pourraient passer leur permis de conduire dans les 2 prochaines années, suivre ainsi l'exemple de ces pionnières. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis pour les matchs du mondial. Nous repartons tout de suite avec Lassina Savadogo et ses invités pour la rencontre Sénégal-Japon. C'est tout de suite à partir de 15h. Mais avant, Lassina Savadogo et ses invités vont animer le plateau pour ce match. Très bon dimanche à tous et à toutes.